Bienvenue à Laval Estival. Laissez-moi tout de suite vous présenter mes beaux chroniqueurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes parlé pour porter du rose, vous autres? Même pas. Ben, d'habitude, le rose, c'est pour les filles. Là. Je sais pas, Sam, si tu étais au courant. Ben non, c'est pas juste pour les filles. C'est une belle couleur, le rose. C'est une belle couleur. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire, ça veut dire que tu es à la mode. Ah oui. Ouais. Hey, Sam, si je te dis été, tu me dis quoi? Rose. Non, non. si je te dis été, tu vas me dire bien sûr voyage, hein, voyage. Et ce qui m'amène à notre question de la semaine. Quel a été votre plus beau voyage? Donc, pour répondre à la question, vous devez aller sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Et je vous repose la question à vous aussi. Alors, Sarah, quel a été ton plus beau voyage? Oui, mon plus beau voyage, ça a été la fois où je suis allée en Europe, en France plus précisément, chez mon oncle et ma tante Stéphane et Lucie, que je salue ce soir. On les salue tous. C'était le fun. On avait un petit pied à terre. On a visité l'Italie, la Suisse. J'ai fait des rencontres incroyables. C'était le plus beau voyage jusqu'à présent. Oui, une très belle expérience. Et toi, Sam, je sais que tu voyages beaucoup, toi. Oui, j'ai le plaisir et le privilège de voyager quelques endroits. J'étais dans l'Ouest canadien, j'étais en Australie, j'étais en Moyen-Orient un peu. C'est correct, là. Mais j'ai pas été en Europe. C'est ça. Une prochaine rare, fois. C'est rare quand même. J'ai pas le budget. Mais ça s'en L'Australie, c'est sûr. Hein? vient. Ouais. Mais c'est un beau pays, pareil, l'Australie. J'ai entendu beaucoup de choses qui sont positives par rapport à ce pays-là. Et toi, Catherine? Kangourou, c'est bon. Oui. Moi, le voyage que j'ai le plus aimé, c'était au Brésil, parce que le voyage que j'avais fait, c'était avec des amis brésiliens qu'on a. Alors, quand on est allé là, on se sentait presque chez nous. On savait où aller, comment voyager, les places où visiter. Alors, c'était vraiment le fun et les plages sont superbes. Je le recommande énormément. Les filles aussi, d'ailleurs. Donc, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Je commence par toi, Catherine. Oui. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un 25e, je ne vous dis pas encore c'est quoi, d'une exposition artistique, également d'une opération sécurité routière et finalement d'un colloque esthétique. Et dans le culturel, merci beaucoup, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur cela. Et Sam, dans le culturel, qu'est-ce qui se passe ici? Du côté de la salle André Mathieu, encore une fois, The Sadies, un groupe originaire de l'Ontario, était de passage. Et c'est une nouvelle musique, c'est un groupe que j'ai découvert à ce moment-là. C'est très intéressant. Une belle découverte. Ouais, pas mal. Sarah, dans le sport. Cette semaine, c'est diversifié dans le sport. Je vous parle, ça roule tout d'abord en rollerblade. Ensuite, je vous parle du tennis 13 et je vous parle d'un entrepreneur de Laval. Parfait, on aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus tard. Et je commence tout de suite par toi, Catherine, qui t'es entretenue avec Julien Guimont. Oui, exactement. J'ai rencontré M. Julien Guimont, qui vient nous parler du 25e anniversaire, comme je disais tantôt, du beau parc de la rivière des Mille-Îles qu'on célèbre en cette année 2012. Cette année, c'est le 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille-Îles et j'ai à mes côtés M. Julien Guimont, agent de communication de Éconature et du parc de la rivière des Mille-Îles. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va bien. Alors, comment allez-vous célébrer ce 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille-Îles? En fait, cette année, le parc propose une programmation spéciale qui est constituée, en plus de nos activités régulières, de 4 activités particulières. Une fête familiale qui se tient samedi, le 16 juin. Merci. Un camp de jour tout nouveau sur le thème sur la route des voyageurs. Un concours photo, le parc en images, et une course de canards de plastique qui se tiendra le 8 octobre prochain. De plastique, pas des vrais? Non, pas des vrais, des petits canards en plastique. OK. Et qu'est-ce que vous nous réservez au programme pour la fête familiale qui a lieu le samedi 16 juin? Oui, le samedi 16 juin, notons-le. En fait, c'est une journée pleine d'animation qui va commencer dès 9 h et se poursuivre jusqu'à 23 h le soir. Sur la rivière, il va y avoir des démonstrations de courses de bateaux dragons qui sont des longues embarcations, 42 pieds, 20 pagayeurs qui rament au son rythmé du tambour. Des équipes organisées de la région de Laval, Montréal, de la Couronne Nord et de la Couronne Sud. On atteint une quinzaine d'équipes donc pour la démonstration. Même chose aussi pour le Rabasca. On va avoir des équipes qui vont représenter les municipalités riveraines, de même que certaines entreprises qui vont se faire la course, cette fois-ci dans le Rabasca, qui est un grand canot à 10 places hérité des Amérindiens. Donc ça, c'est sur la rivière. Les visiteurs qui viendront assister à ces courses-là, bien, on aura la chance, eux aussi, de tenter le sort avec ces différentes embarcations-là. Donc, pourront essayer les bateaux dragons, les canots, les kayaks, les rabascas, tout ça gratuitement.
Wow, c'est le fun! Donc ça, c'est ça qui se passe sur la rivière. Mais on a aussi en même temps une berge qui est animée toute la journée. Donc, dès 11 h, notre premier spectacle, on a un spectacle de magie. Et ensuite de ça, les activités se succèdent. On a des performances de type cirque, chant, de la musique, toutes sortes d'animateurs. Il y a une scène mobile qui va être placée sur la berge des Baigneurs, derrière l'église à Sainte-Rose. Mais le site est très, très grand quand même. Donc, tout le long de la berge, il va y avoir des activités, des gens mobiles, des amuseurs et tout ça. Parfait. Alors, plein d'activités intéressantes. Absolument. Et vous offrez également un camp de jour. Parlez-nous de ce camp de jour. Qui est tout nouveau pour cette année. En fait, c'est un camp de jour qu'on a fait sur le thème sur la route des voyageurs. Et là, on ne parle pas des gens qui s'en vont à Cuba pour se sauver de l'hiver, mais bel et bien des voyageurs d'antan, ceux qui ont remplacé les coureurs des bois, donc qui embarquaient dans des canots et qui allaient rejoindre les Amérindiens pour la traite des fourrures. Donc, dans ce thème-là, on va inviter les jeunes de 8 à 13 ans à s'engager auprès du parc, à faire exactement ce que les voyageurs d'antan faisaient, c'est-à-dire découvrir les espaces naturels, débusquer des trésors cachés, découvrir des richesses, faire des inventaires écologiques. Donc, canot, kayak, rabasca, activités de géocaching avec les GPS. Géocaching, oui, avec les GPS, donc des trucs qui sont cachés, qui sont camouflés, et donc des trésors à découvrir par les jeunes. Des costumes, du plein air, mur à mur. Les jeunes ne rentrent pas en dedans, jamais. Donc, c'est le seul camp de jour qui offre 100% de plein air dans la région. Et ça fait du bien. Les jeunes sont trop à l'intérieur. Absolument. Il faut les laisser dehors un peu. Les jeunes et les parents nous en parlent, nous disent c'est ça qu'on veut. On veut avoir des jeunes qui bougent, on veut avoir des jeunes actifs et on veut être à l'extérieur. On veut profiter du plein air. Et du plein air, bien, c'est ce que le parc de la Rivière-des-Mille a à offrir, mur à mur. Mur à mur. C'est la place à aller. Mur à mur. Et aussi, vous offrez également un concours, le Parc en images. Alors, comment ça fonctionne pour ce concours? Oui, en fait, depuis le 31 janvier de cette année et jusqu'au mois d'octobre, les gens sont invités à nous envoyer leur plus beau cliché du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles sous 4 thèmes différents. On parle des activités d'été, activités d'hiver, la faune, la flore et les paysages. Du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. On a déjà reçu plusieurs entrées et le concours est toujours ouvert. Donc, les gens peuvent avoir les informations sur le site web, mais rapidement, c'est des photos numériques envoyées sur CD à moi-même. C'est moi qui les reçois au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Et c'est où que les gens doivent les envoyer? Au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, au 345 boulevard Sainte-Rose à Laval. Les détails sont sur notre site web. C'est www.parc-mille-île.qc.ca. C'est une adresse qui est longue et compliquée, mais si vous marquez Parc et Laval dans Google, c'est nous qui sortons en premier. Si vous marquez Rivière et Laval, c'est nous qui sortons. Parfait. Si vous marquez, enfin, tous les mots-clés, c'est très, très simple à trouver. Et une autre activité agréable, vous allez organiser une course de canards. Ben oui, une course de petits canards en plastique. J'ai justement amené mon petit billet ici de course de canards pour montrer que les billets sont en vente présentement. Alors, c'est une loterie. Hein? On a 7000 petits canards jaunes qui vont être lancés. 7000? 7000. Wow, donc, il y a 7000 billets en vente présentement qui vont être lancés dans la rivière et faire un parcours de quelques centaines de mètres. Et le premier arrivé, bien, on le ramasse, on regarde en dessous, il y a son numéro et on va savoir qui gagne. Donc, les billets sont en vente présentement au coût de 5 $ pour un ou enfin 5 billets pour 20 $. Il y a un petit deal pour les gens qui en achètent plus. Et tous les fonds recueillis avec cette activité-là vont aller aux efforts de protection, conservation et mise en valeur de la Rivière-des-Mille-Îles. Je veux juste dire que c'est un concours qui est particulièrement intéressant au niveau des prix. On a 6 000 $ en prix, donc 3 prix en argent, 3 000, 2 000 et 1 000 $. C'est une des plus importantes courses de canards dans la région pour cette année. OK, oui. Voilà. Pour 6 000 $ au total. Voilà, donc un 5 $ qui va loin. Et voilà, le reste des profits, enfin tous les profits s'en vont aux actions de protection, conservation et mise en valeur de la Rivière-des-Mille-Îles et ses affluents. Parfait. Donc c'est un petit geste qui a une action concrète pour la qualité de la nature dans notre communauté.
Et pour toute autre information, où peut-on se référer? On peut appeler directement au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles au 450-622-1020, le poste 227 pour les informations, que ce soit pour des informations sur nos activités ou les réservations ou tout ça, ou sinon sur notre site web www.parc-mille-îles.qc.ca. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à vous. On commence son sport en parlant de patins à roues alignées. Et oui, Younes, on ne peut rien te cacher. Ben non! Pour vous mettre en contexte, je vous parle du patinage à roulettes ou encore le roller. C'est une abréviation de l'anglais pour roller skating qui signifie patinage à roulettes. C'est évident. Ben oui. Ensuite, c'est un loisir, un moyen de transport ainsi qu'une activité sportive. Le terme roller ou patin, je vais pratiquer mon anglais ce soir, sert également à désigner le matériel proprement dit, c'est-à-dire l'ensemble qui comprend la chaussure, la platine, les roues, le roulement et la visserie. À l'origine du patin à roulettes au 18e siècle, les roues étaient alignées de la même façon que la lame d'un patin à glace. On essayait de copier, dans le fond, le patin à glace. Les disciplines se différencient par le matériel de technique utilisé, le matériel et la technique utilisée, excusez-moi, ainsi que la performance recherchée chez chaque sportif. Les courses de vitesse se pratiquent sur la piste, sur circuit et sur la route, et les types de courses sont inspirés de l'athlétisme et du cyclisme. Ouais. Alors, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Zoé Candelier, une jeune patineuse de vitesse de Laval. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Zoé Candelier, une jeune patineuse de vitesse âgée de 13 ans qui est très impliquée au sein de la communauté sportive de patinage. Bonjour Zoé. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, merci. Oui, tout d'abord, tu as débuté à patiner à l'âge de 4 ans. Je me demandais pour quelle raison est-ce que tu as débuté le patinage de vitesse, plus précisément? Alors, j'ai débuté le patin de vitesse parce que mon père a rencontré ma belle-mère à ce sport-là. Puis, on venait, certaines fins de semaine faire le patin de vitesse, mais ensuite, on est venu plus fréquemment, puis c'est devenu notre sport favori. Fait que c'est devenu en même temps un sport familial. Ouais. Ton père, toi, tes sœurs, ensemble. Oui, toute la famille, un sport familial. Et puis vous patinez pour le club VRL. Depuis quel âge, combien de temps tu patines pour ce club? Depuis environ 10 ans. 10 ans. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est exactement que le club VRL? Alors, le club VRL, c'est un club de patin de vitesse qui accueille des jeunes patineurs de 4 à 77 ans. Et c'est un club, dans le fond, pour apprendre à patiner autant élite que récréatif. Et c'est familial et c'est pour avoir du fun et améliorer sa technique de patin tout en ayant du plaisir. Dans le fond, tout le monde est bienvenu oui. à ce centre de patinage. Toi, tu fais également du patin à glace. Donc, je me demandais, qu'est-ce que tu préfères entre le patin à glace et le patin à roulettes? Dans le fond, je me suis beaucoup posé cette question-là, moi aussi. Et j'ai jamais vraiment trouvé de réponse, mais j'aime beaucoup, dans le fond, les deux. J'aime beaucoup le patin de vitesse à glace parce qu'on a une adhérence infinie et on peut vraiment aller se pousser jusqu'au bout. Alors qu'en roller, c'est plus ou moins certain et je parle de l'intérieur en ce moment. C'est plus ou moins certain, la stabilité puis tout, mais les longues distances, par contre, dehors, c'est beaucoup plus intéressant en roller, je trouve, qu'à glace. Oui, il faut que tu m'expliques pourquoi le patin? Pourquoi est-ce que c'est ton sport, que tu n'as pas choisi un autre sport dans ta carrière? J'aime beaucoup ce sport-là parce que je le fais depuis que je suis jeune. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce club-là et c'est un club qu'on est vraiment toute une grosse famille. Puis c'est tout cet ensemble-là qui fait que j'aime beaucoup ça, l'aspect social et me pousser à bout dans mes entraînements et avoir des félicitations après, ça me fait beaucoup évoluer, puis j'aime vraiment ça. Puis qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es un petit peu plus confiante en toi ou... Oui, ça m'apporte beaucoup la confiance en moi.
C'est sûr que, bon, si j'ai eu une mauvaise compétition, je suis un peu déçue, puis ça va plus ou moins bien, mais dès que j'ai une bonne compétition, je suis vraiment plus heureuse dans la vie, puis j'ai plus de confiance en moi, puis ouais, ça va. Puis est-ce que ça t'aide à t'organiser aussi? Oui. Depuis que je fais du patin de vitesse, j'ai plus un horaire fixe. Je suis plus organisée dans mes journées, dans mes soirées, dans mes entraînements aussi. J'essaie d'arriver plus à l'heure à mes rendez-vous, puis d'être ponctuelle grâce à mes entraînements. Alors, Zoé, tu as apporté des accessoires, dans le fond, des parties de ton équipement que tu utilises lorsque tu patines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Alors ici, on a les patins. La bottine, comme vous pouvez voir, la bottine est plus courte que ceux récréatifs qu'on voit normalement. C'est pour avoir une position plus aérodynamique et pouvoir plier les genoux et avoir plus de stabilité. Ensuite, on a les roues. Les roues ici sont beaucoup plus grosses que celles sur les patins récréatifs pour pouvoir aller plus vite et faire plus de distance en forçant moins. Ensuite, on a le skin ici, qui est un skin moulant pour avoir plus d'aérodynamisme pour ne pas prendre dans le vent. Et on a aussi le casque, que je n'ai pas ici. Casque. Oui. C'est le plus important, puisqu'on ne sait jamais quand on peut tomber et c'est la tête qu'il faut protéger avant tout. Dans le fond, tout à l'heure, tu me disais que tu t'entraînais jusqu'à 12 heures dans la semaine. Je me demandais qu'est-ce que ça implique, ça, dans le fond, gérer et l'école ainsi que les entraînements sportifs? C'est sûr que c'est assez difficile de coordonner le sport et l'école, mais grâce à un programme que l'école offre pour les gens qui font plus de 12 heures de sport par semaine, ils peuvent manquer les cours d'éducation physique et à la place aller à la bibliothèque, faire leurs devoirs et s'avancer dans leur travail pour pouvoir justement plus... Participer à leurs entraînements en fin de journée. Oui, et pouvoir s'avancer dans leur travail. Bien, c'est très bien. Une dernière question, Zoé. Dans le fond, toi, tu vas participer au Marathon Roller de Montréal, au championnat canadien extérieur du 14 au 18 juillet. Tu vas également participer au Grand Prix VRL le 25 août, ainsi qu'à la course mythique des 24 heures roller. Je me demandais, avec tout ça, ce serait quoi le plus grand accomplissement que tu aimerais réaliser au niveau sportif dans ta vie? C'est sûr qu'avec toutes ces courses-là, j'aimerais ça avoir de bons résultats, mais la course dont je vise le plus haut, ce serait les Jeux panaméricains 2015. Wow. Donc ça, c'est les deuxièmes plus grands Jeux au monde, après les Jeux olympiques. Mais mon Dieu, je te le souhaite énormément. Merci. Je suis sûre que tu vas te rendre là avec tous les nombreux prix que tu as remportés en patin. C'est déjà tout le temps qu'on a. Zoé, je te remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes de venir nous rencontrer aujourd'hui. Oui, je te souhaite bonne chance dans ta continuité. Merci. Au revoir. Merci à tous. Sarah, je suis tombée en amour avec ce sport. Je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel. Aussi, mais c'est le fun de voir aussi qu'il y a un côté de compétition en ça aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'il y a de la compétition. Oui, mais tu vois, ça, je ne le savais pas du tout avant que je rencontre Zoé. Oui, bien écoute, c'était une belle découverte. Très belle découverte. Maintenant, on va parler d'œuvres d'art avec Catherine. Oui, œuvre d'art. En fait, je me suis entretenue avec M. Marc-André Thibodeau des Bibliothèques de Laval, qui nous parle d'expositions artistiques que proposent les Bibliothèques de Laval au cours de l'été. Notre prochain invité, M. Marc-André Thibodeau des Bibliothèques de Laval. Bienvenue en studio. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler des expositions présentées dans les Bibliothèques de Laval. Expliquez-nous en quoi consistent ces expositions. Disons que nous avons plusieurs expositions qui sont présentées dans les bibliothèques de Laval. Oui. Ce sont donc les artistes qui présentent différents médiums, entre autres en photographie numérique, autant médium en huile, pastel ou acrylique. Okay. Les citoyens lavallois vont pouvoir découvrir plusieurs artistes qui nous présentent leurs œuvres au cours de l'été. Et vous présentez dans 4 bibliothèques différentes. Est-ce que c'est en même temps ou c'est une tournée? C'est en même temps. C'est pas une tournée, ce sont des expositions individuelles en fonction des propositions des artistes.
Donc, à la bibliothèque Gabriel-Roy, nous avons le Club Photo Laval, qui est un club de photographie amateur qui existe depuis 2 ans, qui présente des photographies numériques qui ont été sélectionnées par des photographes professionnels lors de concours. Alors, on a différentes thématiques qui sont présentées, dont l'architecture, le noir et blanc, également une thématique générale et une autre thématique qui était la transparence. Cette exposition-là va être présentée jusqu'au 28 juillet prochain. Et ça, c'est à quelle bibliothèque? À la bibliothèque Gabriel-Roy, qui est située au 3505 boulevard Dagenais-Ouest à Fabreville. Et c'est quoi les différentes bibliothèques où on peut en retrouver? Nous avons également à la bibliothèque Germaine-Gavremont une autre exposition qui est plus particulière, qui s'intitule Le coffret de la mariée, dont l'artiste Christiane Joly présente des peintures et des photographies, mais également des objets qui sont reliés au thème de la mariée. Donc, l'exposition couvre une période de 1965 aux années 2000 et on va retrouver, entre autres, des objets comme des robes de mariée, des escarpins, des bijoux, des fleurs, des albums de photos de mariage. Et accompagné de ces objets-là, dans les vitrines, il va y avoir également un lien avec des auteurs, des écrivains, dont avec différentes citations d'écrivains, dont Guy Maupassant, Émile Zola. Nous avons également... mon Dieu, bon, j'en oublie, mais enfin... Il y en a trop! C'est ça. Et également, nous avons une autre exposition qui est à la bibliothèque Philippe Panton, qui est une exposition d'une peintre qui est Hélène Duchesne. Elle est peintre autodidacte et également, elle est photographe depuis 2007. Elle s'inspire beaucoup de la nature, entre autres, des fleurs, du feuillage, des herbes. Et à partir de ça, elle fait différentes toiles et s'inspire aussi de ses photographies pour faire une technique qu'on appelle la technique mixte, qui est une technique de collage de différents papiers. Et à partir de ça, on fait des motifs et on y ajoute également de la peinture. Donc, il y a plus de relief dans ces œuvres également, oui. Donc, cette exposition-là est présentée au cours de l'été. Et une dernière exposition que nous avons également à la bibliothèque Sylvain Garneau, qui est située au 187 boulevard Sainte-Rose à Sainte-Rose. C'est une artiste qui s'appelle Marie Migneron, une artiste qui s'inspire, entre autres, d'observation et également de l'imaginaire pour créer ses toiles. Donc, elle utilise entre autres les médiums de l'huile, le pastel, l'acrylique. Et c'est très coloré. C'est une exposition très colorée. C'est des œuvres vraiment à découvrir. Et l'exposition est présentée jusqu'à la fin juin. OK. Et avez-vous une programmation différente pour chaque? Oui, c'est différent en fonction des quartiers. Parfois, ce sont des artistes qui sont aussi du quartier qui vont exposer. Okay. Mais dans la plupart des bibliothèques, il y en a. Il y en a également à la bibliothèque multiculturelle. Il y a la bibliothèque Yves Thériault qui est à Sainte-Dorothée aussi. Et c'est quoi l'horaire pour aller voir les expositions? Donc, c'est en fonction des horaires d'ouverture des bibliothèques. Okay. Pour cet été, les bibliothèques sont ouvertes le lundi de midi à 21h. Du mardi au jeudi, c'est de 10h à 21h. Le vendredi, de 9h à 18h. Et cette année, c'est tout nouveau, le samedi de midi à 17h. Alors, c'est une belle occasion pour les citoyens de venir voir les expositions là, pendant ces heures d'ouverture. Et qui peut exposer ses œuvres dans les bibliothèques de Laval? Ce sont les artistes lavallois et également les artistes de la région métropolitaine. Et nous avons également des organismes lavallois en art visuel. Alors, ça peut être un collectif là, qui peut exposer les œuvres. Et comment les citoyens de Laval et les organismes en art visuel peuvent-ils soumettre un dossier dans les bibliothèques? Actuellement, on est en appel de dossier pour l'année 2013. Alors, c'est une programmation... Vous êtes déjà toutes... Oui, tout est déjà planifié pour l'année 2012. Alors, on est actuellement pour recruter des dossiers
des projets d'artistes pour 2013. Ce qui est important pour les artistes ou les organismes qui veulent déposer un projet, c'est d'avoir un curriculum vitae à jour, d'avoir également le projet d'exposition. Également, on veut la démarche artistique de l'artiste ou du collectif. Et en plus, on a besoin d'une dizaine de photographies numériques qu'on peut mettre sur un CD ou un DVD et accompagné d'une liste également des œuvres, descriptives des œuvres. Et si l'artiste a un dossier de presse, bien, ils peuvent aussi le joindre au dossier. Alors, l'appel de dossier est jusqu'au 1er septembre prochain. Pour toute l'année 2013? Oui, c'est ça. Et quelle est l'adresse pour expédier le dossier de l'artiste? Alors, l'adresse, c'est il faut envoyer le dossier à Bibliothèque de Laval, à la division de la planification et de l'expertise. C'est donc appel de dossier exposition au 1535 boulevard Chaumédé, casier postal 422. Succursale Saint-Martin à Laval, Québec, et le code postal le H7V 3Z4. Oui. Et pour avoir davantage d'informations sur ces expositions, où peut-on en avoir? On peut consulter le site de la page de Ville de Laval, dont on a l'onglet Culture. À l'intérieur, nous allons trouver un autre onglet, un lien qui est Activités et services, et suivre le lien Exposition. Vous allez avoir plus d'informations sur les expositions. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci, ça me fait plaisir. Et puis, bon été. Oui, vous aussi. Sam, tu as... Sam! Oui, vas-y, je suis prêt. Sam, tu as assisté à un spectacle en toute intimité à la salle André-Mathieu. Tout intime, avec la caméra. Voilà, merci beaucoup. Sam, tu as assisté à un spectacle en toute intimité à la salle André-Mathieu. Oui, exactement. Je dis intime puisque le groupe invité de Sadie's que j'ai rencontré, ils sont originaires de l'Ontario et ils se produisaient à la salle André-Mathieu, mais sur la scène. Ah ouais? Ouais, il n'y a personne dans les estrades, les rideaux fermés. Ça donne une expérience quand même tout à fait différente. C'était la première fois que j'assistais à un genre de spectacle de là. Mais c'est original. Je ne sais pas si ça se fait souvent avec des groupes. Je sais pas. En tout cas, moi, depuis les temps que je fais des entrevues à la salle André-Mathieu, c'était la première fois. OK. Eunice, Sarah, Catherine, je sais que vous avez peut-être mis les pieds déjà sur la scène de la salle André-Mathieu pour faire quelques entrevues. Par contre, je sais que la majorité du public québécois ou la musique lavallois n'ont pas mis les pieds sur la scène, mais ce soir, une partie d'entre eux vont avoir cette opportunité puisque la formation donne un show intime, une idée originale des organisateurs de la salle André-Mathieu qui ont mis sur scène, qui prendrait, je vous dirais, environ 150 places et un show intime avec la formation de Sadie's originaire de l'Ontario. Et le temps qu'ils s'en viennent, ben, je me promène et je découvre un peu la salle pour vous. Mais dans quelques instants, je vais vous donner le compte-rendu de ce groupe qui fait de la musique depuis 14 ans et qui est en tournée au Québec. Gentlemen, nice to meet you. Welcome to Laval. How's it going? Everything's great, Sam. Thanks. So you guys been doing music for about 14 years now, 14, 15, is that it? I'm not, it doesn't make you look young, but you guys are looking swell tonight. We've been making records for that long. We've been playing a lot longer than that even. Yeah. So you guys travel a lot. I've seen, I looked a bit at your calendar, you were in the UK early this month, and now you're traveling here in Quebec, and then you're going to the States. You guys actually enjoy traveling that much, or is it just part of the plan and you just go ahead with it? It's part of our job to stay busy, but we like to travel and we like to play music, so we're lucky. So your last album was out in 2010. What's coming up for the band these days? Are you guys working on some new material, new album, or? We have a record that came out a week ago with us supporting an R&B singer named Andre Williams. Okay. And we'll be doing a couple of shows supporting that. But aside from that, we're also in the process of making a record with my mother and father and my uncle and my cousin. Should be out by the fall, I suppose. That'll be mostly bluegrass, country, and western stuff, entitled The Good Family. And we've been working on our own new record that should be hopefully finished by wintertime, but we'll see. Hopefully. What's taking more time? Is it the writing, the music, or the partying? I don't know. We're so busy touring, we don't have time to make a record. Yeah. All the other crap piles up, and then, it definitely
slows other things down. But we're not the type of band that has a shelf life that really worries about like, oh, if our record doesn't come out in 6 months, then we starve. Instead, we just do whatever we have to do to stay alive, and then make good art at the same time. Otherwise, everyone loses. Terrible music, terrible life. So I'm just going to take a moment to translate for the viewers in French, unless you want to do it. Yeah. Je suis terrible. Et comme je mentionnais à la formation, ça fait au-dessus de 14 ans qu'ils sont ensemble, eux autres, mais ça fait plus longtemps qu'ils font de la musique. Et c'est leur première fois à Laval. Ils étaient déjà de passage à Montréal. Puis là, il y a une grosse tournée. Ils sont souvent en tournée, en fait. Ils étaient en Angleterre au début du mois, de passage à Laval. Et ils s'en vont aux États-Unis dans quelques semaines. Et je leur demandais s'ils aimaient vraiment cette vie de tournée. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le choix. Fallait bien vivre de ça, mais ils aimaient bien quand même jouer sur scène et devant leur public. Et à part de ça, je leur demandais qu'est-ce qui s'en venait au niveau de leur travail. Leur dernier album est sorti en 2010, Dark Circles. Et là, ils m'indiquaient qu'ils travaillaient avec la famille. Il y a un album familial qui va sortir très bientôt. Et les autres travaillent sur leur album qui devrait sortir à la fin de l'hiver, d'ici décembre. Mais ils sont bien occupés avec leur tournée. C'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps. So you guys have been doing music for a long time. Have you seen your fan base change? Have you seen new types of fans coming up to your shows, or is pretty much the same crowd that's kind of growing with you guys and following you around? We've worked hard enough for long enough that, with the exception of Quebec, we're really not interested in finding new territory or overdeveloping it. Québec est très important pour les Sadies parce que il est très difficile pour une bande who habite Ontario. We like people from Ontario. It's all a cliche. No, that's not what I mean. I just mean it's difficult for our records to reach all the people we want to reach. And so if it means that we play in places that are less common for a band, then hell, just book us there and we'll go. It's really important to me, anyhow, that we are able to reach more people. So again, thanks for taking the time to do this. It's my pleasure. Do you want to come closer? I mean, I know we're the drummer. You said we could always have the drummers if you think. So it's always at the end, So I mean, you guys have worked with numerous Canadian bands that kind of pretty much play the same music as you guys. Blue Rodeo was one of them. Are there any bands that you guys plan or hope or want eventually to play with that you haven't had the chance to, or maybe talking to? I can't answer that question. Can you? Well, it happens naturally if we meet people or they're our friends, and it's easy enough to work with people. It just comes naturally if we're friends with somebody and it's easy. But there's no band that's on the market right now that you say, it could be cool. We might, have somebody talk. Jacques Dutronc hasn't made a record in 20 years or something like that. He would be great. Yeah. So if we give him a call and give him out. Charlebois doing? Is he still alive? I don't know. Maybe. Richard Bardot, yeah, I know somebody. Give Pagliaro. Yeah. That would be amazing. Sure. Yeah. I'm assuming that he still plays, yeah. So I'm just gonna pull out this paper because there's a sentence on your webpage describing the band, and the last sentence says the Sadies are a sure thing, tomorrow isn't. What's coming up for the Sadies? What's a sure thing that's coming up for the Sadies? What's the plan, projects, and other than your album coming up in the winter? The only sure thing I can think of is tonight's show. Yeah. Yeah. You don't like thinking too far ahead, or? I just can't. No. Too much processing, or? just sort of like unnecessary. Yeah. The next sure things for us, I guess, next weekend we play with John Langford. The following weekend we'll play with Andre Williams. And then later in the summer we're doing a show with Gord Downey. And somewhere in between all that we'll do some Sadies things. Oh, that's good.
give yourself some time. Okay, so I'm just going to go back at the basic, maybe with this particular question. For people that maybe heard your music and haven't really come to one of your shows, I mean, it's pretty intimate. Honestly, I've met a few bands here. This is the first time I see this setting that's coming up. So what do they expect when they come and see one of your shows? I don't know what to expect. A lot of guitars and I don't know. What do you think they expect? I thought they expected a lot of drums. Do they get a lot of drums? No. Get a lot of bass. And they get a lot of bass? Yeah. Guys, so thanks a lot for your time. Looking suave, very nice look. Appreciate your time and have a good show in Laval. Thanks a lot. Thanks a lot, guys. Thanks, Sam. Thank you. Yeah. Alors, comme je mentionnais, là, je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai jasé avec la formation, mais comme je le mentionnais, c'est que le groupe en tant que tel voyage beaucoup, et ainsi de suite. On travaille sur des projets. Ils ont travaillé notamment avec des groupes canadiens qui chantent un peu dans le country rock comme eux autres, comme Blue Rodeo. Et je leur mentionnais, s'il y avait vraiment une formation qu'ils n'avaient pas encore travaillé, qu'ils espéraient peut-être travailler avec dans le futur, ils ont dit, pas nécessairement. Ils ont nommé quelques noms, comme vous avez entendu. Mais les gens, ils ont dit, ben, si on a des contacts, les gens sont fins, pourquoi pas travailler avec eux autres? Et du côté un peu de leur voyagement, bien, comme je vous dis, ils s'en allaient un peu du côté de l'État de New York et par la suite, il y avait certains noms avec qui ils travaillaient. Puis par la suite, peut-être, il allait se donner un peu de temps. Et par la suite, j'ai sorti le papier, comme vous avez vu, c'est parce que sur leur site Internet, il y avait une description du groupe et à la fin, ça disait, comme je le mentionnais, je vais vous le relire, là, parce que c'est une phrase quand même cute. The cities are a sure thing, puis tomorrow isn't. Fait que là, je leur demandais, mais qu'est-ce qui s'en est? La phrase dit nécessairement que en fait, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de bon avec The Series, mais le futur, là, on s'en sait rien. Fait qu'est-ce qui s'en venait avec le futur avec eux autres? Ben, eux autres aussi, ils n'aiment pas penser trop loin. Fait qu'ils aiment ça regarder, penser à ce qui s'en vient immédiatement, ben, le show de ce soir et les shows qui s'en viennent bientôt. Puis bien sûr, comme l'album, je le mentionnais au début de l'entrevue, l'album qui s'en vient environ au mois de décembre. C'est une formation excellente à suivre, The Series, qui était de passage ce soir à la salle André Mathieu. Avec qui tu t'en vas après? Merci Sam de nous faire découvrir des bons groupes de musique comme ça, j'apprécie. Ça fait plaisir. Ouais. Merci. Et Sarah, on sport, on est allé pratiquer du rollerblade. Oh oui, du patin à roue alignée. Exactement, mais c'est pas moi, c'est Catherine. C'est moi la chanceuse. La chanceuse. Oui. Expérimenter le rollerblade. C'est qui as-tu rencontré? C'était la petite Mathilde qui me faisait les démonstrations, mais je ne vous en dis pas plus. Oui, j'étais toute équipée, là. J'avais l'air d'une vraie. Une vraie casque. Oui. Une vraie débutante. Oui. On regarde ça à l'instant. Bonjour, ici Catherine Duranceau. Je suis présentement au circuit Gilles Villeneuve, accompagnée de M. Stéphane Charon et de Mathilde pour une petite initiation au patinage de vitesse à roue alignée. Alors, pour commencer, on a besoin de quoi pour faire du patinage de vitesse à roue alignée? Bien, la première chose plus importante, c'est les patins. Les patins. C'est sûr que c'est la base du sport. Pas le choix. Pas le choix. Puis deuxième chose, ben là, ça prend un casque, protéger le cerveau. C'est la deuxième chose la plus importante. Mais pour le reste, tout dépend de vous. Mais souvent, Moi, je suis équipée parce que j'en fais moins. Donc, oui. Ben, moi, je pense que les mains, c'est une bonne chose. Je vois que tu n'as pas de protection de main. Parce que les mains, c'est quand on tombe sur l'asphalte, on travaille souvent avec nos mains dans ce qu'on fait, autre que le patin. On a souvent besoin de nos mains. Les genoux, oui, ça arrive souvent qu'on tombe sur les genoux. Et les coudes, ben, ça serait peut-être l'élément un petit peu moins important, mais que c'est quand même mieux de bien les protéger pour... quand on est débutant. Pour quand on est débutant, il vaut mieux tout porter. Tout ce qu'on peut. Et pour commencer, on commence par quoi? Quand on est débutant, on va apprendre à faire du rollerblade de vitesse. Bien, la première chose, il faut apprendre la position de base. OK. La position de base, je ne sais pas si Mathilde, tu peux la montrer. Tu vas nous faire la démonstration? OK, fais-le sur place. On avance les genoux. Hein, les genoux sont devant les roues. Et puis, par la suite, ben, vous allez voir, les genoux sont à 90 degrés. On dit 90 degrés, c'est un angle droit. OK, comme ça? Oui. Alors, les genoux sont avancés.
Alors, on descend. On arrondit un peu le dos, on contracte les abdominaux. Il faut être capable de mettre les coudes sur les cuisses et après les mains dans le dos. Et ça, on est Quand on capable. patine. Mais même là, pour la position de base, on peut le pratiquer. OK. Puis après ça, ben, c'est la position qu'on devrait avoir quand on patine. OK. En patinage de vitesse. La à Roigny. position idéale. La position idéale. Oui. Parfait. Puis ça force les cuisses. Oui, hein, je le sens un peu. Puis ensuite, là, pour patiner, Oui. c'est ça le truc. Il y a sûrement une méthode précise pour bien patiner et aller vite. Ben oui, ben en fait, une fois qu'on a la position, il faut essayer de garder cette position-là tout en patinant. Au départ, on peut faire des petits exercices sans enlever les patins. Ça, c'est un truc. Alors, on peut pousser juste avec un pied, toujours en gardant le pied au sol, en faisant des demi-cercles. On peut le faire avec l'autre pied. Alors, peut-être que Mathilde, tu veux-tu faire une petite démonstration? Tu vas nous montrer ça? Prends un petit élan. Et vas-y. Sans enlever les patins. Ouais, un pied, l'autre pied. Puis on ne veut pas pousser par en arrière. Non. Alors, on veut essayer d'être contracté, les muscles contractés des abdominaux, puis vraiment aller pousser latéralement, toujours sur les côtés. Toujours sur les côtés. Donc, je vais peut-être essayer. Partager ton casque. Ah ouais, je pense que ça va être On plus sait jamais. sécuritaire. On va commencer par le casque. OK. Puis là, bon, la première chose, Mathilde, tu vas aller moins vite. Puis tu vas aller que je avec puisse te Catherine. suivre. Là, vous allez juste partir quelques pas normaux. Là, après, vous prenez votre position de base, puis vous essayez de juste enlever les patins. Est-ce qu'on pourrait juste lever les patins? Non, je veux que tu fasses la même chose. Quand on va tourner, est-ce que je Ben oui. OK. OK, Je te allons-y. suis. On fait comme les V avec les pieds. Oh, oui, réussi. Tantôt, tu me disais qu'arrêter, on faisait comment? Comme ça. On fait comme une pointe Pointe de quoi? pizza. De pizza, mais aussi ça peut être un V. Ça peut être un V. Mais ça, OK. il faut pas que ça se touche de même. Ou sinon, on va tomber. Ouais, c'est ça. On fait OK. Parce que là, au patinage de vitesse à Roigny, on n'a pas de frein, c'est ça? Il n'y a pas de frein. OK. Mais des fois, quand on débute, il y a souvent des freins pour les personnes. Sauf que... Débutante comme moi, mais... Sauf que toi, c'est des patins là. Exactement. Moi, j'ai triché un peu. Ben, c'est pas grave. C'est Il pas vaut mieux grave. commencer avec des patins qu'on est capable de maîtriser. Puis Exactement. après, ben, on peut changer pour des patins. Parce que les patins de vitesse sont un peu plus bas aussi. OK. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile au début pour maîtriser pour les chevilles. Ce qui fait les patins plus bas, ça aide à aller pousser plus loin sur les côtés. OK. Alors, la cheville est plus libérée, alors on est capable d'aller pousser plus loin. Moi, j'ai remarqué que tu l'avais déjà très bien. Ah, T'as une belle ouais. position. Mais là, tu levais les pieds, puis c'est correct. C'est ça. Parce que tu faisais une belle poussée latérale, puis ça, c'est bien. Mais dans la poussée, Ouais. ce qui est important, c'est d'aller aligner le nez, le genou et les roues. Alors, puis l'autre jambe, on va l'allonger. Alors là, ton nez devrait être au-dessus de ton... De mon pied qui est... Exactement. qui force. OK. C'est là comme ça. Comme ça. Puis là, on balance, on va sur l'autre côté. Là, OK, donc mon poids va sur l'autre pied. C'est le transfert de poids qui se fait comme ça. OK. Toujours être capable de mettre les coudes sur les cuisses. Et quand on l'a plus, ben, c'est parce qu'on se dit qu'on est un petit peu trop haut. OK. C'est sûr que si on fait un marathon, 50 km ou plus, on est plus haut. Ben, c'est exigeant d'être tout le temps. Très exigeant. Puis là, je le sens déjà dans les jambes. Puis ça prend du temps là, de développer les muscles spécifiques au patin. Là. Les quadriceps, les dorsaux, les lombaires, là, la région lombaire, ça travaille très fort en patinage de vitesse. Au départ, on est un peu plus élevé. Puis plus que la forme vient, plus qu'on est capable naturellement de redescendre et de descendre plus bas. Quand on descend plus bas, c'est un peu comme en vélo quand on réussit à mettre des vitesses plus grosses, là, des braquets plus durs. On n'est pas capable au début, on prend des vitesses qui tournent. Mais c'est pareil en patin. Au début, on est plus haut, on pousse un peu moins loin, mais avec l'habitude, avec l'entraînement, on est capable de descendre de plus en plus bas. Et là, c'est là qu'on commence à avoir plus de puissance sur nos roues. Plus de vitesse, c'est ça. Plus de vitesse, ça va tout ensemble. On est capable de bien plus fléchi, donc on a plus de puissance. À chaque fois qu'on pousse, on a plus de puissance. Puis on est comme un peu plus aérodynamique, on dirait, parce que t'es plus petit, t'es croupi. Oui, beaucoup plus d'aérodynamique aussi. Ça, c'est un facteur très important aussi. En plus d'avoir les muscles qui travaillent mieux, mais on est plus aérodynamique, donc on va plus vite. Tout ça ensemble, là, ça permet d'aller plus vite. Puis là, est-ce que je peux voir Mathilde faire
du vrai patinage rapide. Avec les pieds dans les airs? Oui, avec les pieds dans les airs. Certainement. Patinage aujourd'hui. Ça va? Oh, c'est vraiment bien. Wow! Hein? C'est bonne. Toujours la main opposée au genou. Lorsqu'on pousse. OK, la main opposée qui a un élan. Oui. Alors, quand le genou droit est avancé, c'est la main gauche qui est devant. Oui. C'est toujours ça nous permet de garder l'équilibre en patinant. C'est la même chose qu'on court, en fait. C'est ça qu'on roule souvent en groupe, en peloton. Oui, c'est ça qu'on voyait. Là. Vous êtes plusieurs à rouler, puis c'est plus facile. Oui, c'est ça. Quand on est derrière, c'est beaucoup plus facile. Celui qui est devant, c'est lui qui travaille dans le vent. Okay. Et les autres se font un peu aspirer par les autres. Ça me fait penser à des oiseaux. Ils sont souvent là, en gros clan, puis ça se dépasse au fur et à mesure. C'est le même principe que les oiseaux. Quand on patine et on voit des oiseaux passer au-dessus de la tête, c'est magique. Fait que là, je pourrais peut-être l'essayer, mais il faut que je te suive, Mathilde. Oui, je vais aller l'enfant. Parfait. OK, toujours la position. Ça s'appelle la position. OK. OK, là, on va aller un peu moins vite, mais toujours en gardant la position. OK, un peu moins vite, parce que je suis pas aussi vite que toi. OK. Mais là, on peut lever les pieds, Mathilde. Okay. C'est ça. Oh. Je vais juste aller devant. Voilà, Oui, OK. Essai numéro 2. Mais tu prends ton temps. Oui, c'est beau. Juste ta position encore. OK. Oh! OK, là, c'est le stop, là. Moi, Catherine, je veux te dire... La pointe à pizza. Ça a l'air drôle, hein, mais les patins de vitesse, c'est presque plus facile pour faire ça que des patins de hockey. Parce que les roues dépassent en avant et en arrière. Donc, ça augmente la stabilité des patins. C'est sûr que c'est moins facile, on ne pourrait pas jouer au hockey avec ça. On ne pourrait pas tourner super vite, mais quand on fait des croisés, quand on va faire de la vitesse, mais c'est plus stable quand c'est long. Parfait. Comme ça aide. Ça te manque. Ça me manquait juste ce que ça te prend. Sinon, j'aurais été. Si tu l'avais, les patins de vitesse, je pense que tu y arriverais. Ah, écoute. Alors, comment vous m'avez trouvé? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, bien. Ouais? Ouais. OK. Oui. Je suis contente. Ben, merci parce que moi, je te trouve très bonne. Sauf aussi, si tu vas tomber, ben, tu peux mettre tes mains sur les genoux. OK. Puis j'ai aussi mes genouillères. T'es prête. Cool. C'est beau. Ben, merci beaucoup pour cette initiation, ce petit cours. Puis ça donne le goût d'aller en faire. Ben oui, ben je pense que, comme je te dis, t'es prête. Tu peux partir avec un groupe, là, puis la route est à toi. On va commencer lentement. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Catherine, la semaine passée, tu t'es entretenue avec un policier. Cette semaine, tu rencontres encore une fois un policier. Coudon, t'as-tu un kick sur les policiers, toi? Non, en fait, j'ai discuté avec le sergent François Dumais d'un sujet qui est très important où il faut constamment sensibiliser les gens et je parle bien des opérations de sécurité routière. Avec mon studio, le sergent François Dumais. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous aussi? Ça va très bien. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler des opérations de sécurité routière pour le mois de juin. Oui. Quelles sont-elles? En fait, au niveau du mois de juin, puis au niveau de tout l'été, qu'est-ce qui va se passer? C'est présentement, au début juin, on a une opération conjointe avec les différents corps de police municipaux de la Couronne-Nord ainsi que le SPVM puis la Sûreté du Québec concernant l'application de différents règlements. On se concentre surtout sur les ceintures, le port de la ceinture de sécurité. On sait que les statistiques de la SAC, ce qu'ils disent, c'est que si tout le monde au Québec portait la ceinture de sécurité correctement lorsqu'ils conduisent un véhicule, on diminuerait le nombre de décès sur nos routes de 60 annuellement. C'est énormément. C'est beaucoup. C'est 60 vies qui sont, ainsi que toutes les vies parallèles de ces gens-là qui sont totalement là, qui pourraient être, ces décès-là pourraient être évités. En plus d'éviter les décès, on pourrait éviter 160 blessures graves au cours des accidents. Donc, en plus de travailler au niveau de la ceinture de sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler au niveau du cellulaire au volant. Qui est très problématique. Qui est très problématique. Effectivement, on parle à tous les citoyens, tout le monde, les gens qui se croisent, puis on le constate même quand nous, on ne travaille pas, quand on est dans notre véhicule. Regardez seulement les véhicules autour, on voit que le message concernant cette réglementation ne passe pas. Puis on sait que c'est très dangereux. En plus que maintenant, les gens, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne font plus seulement que parler au téléphone, mais texte en roulant. Donc, quand on texte, on lâche notre vue sur la route pour
plusieurs secondes. Mais on dit que c'est encore plus dangereux que si on était sous état d'ébriété, je crois. C'est très dangereux parce que, tout dépendant de l'état d'ivresse, ce qu'on est sûr, c'est les deux, être en état d'ébriété ou texter au volant, c'est extrêmement dangereux. Même parler au cellulaire au volant, la concentration n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la police de Laval? Pour contrer ces infractions-là, on va patrouiller, on va avec un véhicule lettré, comme on est habitué de voir, également des véhicules semi-banalisés. Ça, c'est des véhicules qu'on ne voit pas nécessairement les lumières sur le toit, c'est ça. Puis également les véhicules banalisés complètement. Ça, c'est les véhicules qu'on peut appeler là, normalement les véhicules fantômes. On a différents véhicules qui sont faits pour dépister ce type d'infraction-là. Donc, les gens, ils ne le sauront pas, mais ils vont peut-être ils sont observés. Sentez-vous tout le temps observé par des policiers, puis vous risquez une contravention, que ce soit pour la ceinture ou le cellulaire au volant. C'est 115 $ en incluant les frais, ainsi que 3 points d'inaptitude par infraction. Simplement d'avoir le téléphone. Exactement. D'avoir le téléphone en main en étant au volant d'un véhicule. Donc, c'est une infraction qui vous vaut une contravention de 115 $ et 3 points d'inaptitude, ainsi que le fait de ne pas porter votre ceinture ou qu'un enfant, un passager âgé de moins de 16 ans dans votre véhicule qui ne porte pas la ceinture, vous pourriez avoir une contravention également. Donc, pourquoi on fait ces opérations-là? C'est afin d'améliorer le bilan routier. En tant que policier, on est témoin de tellement d'accidents qui auraient pu être évités que ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens. Comment on fait également pour les sensibiliser? En venant vous en parler à votre émission, en discutant également dans les différents médias de la région pour diffuser le message. Médias sociaux également, sur notre site Facebook. Donc, les opérations, vous allez en voir qui vont être annoncées. Ce qu'on veut, là, c'est pas prendre les gens en défaut. Là. Ce qu'on veut, c'est une opération qui serait réussie, c'est mettre des effectifs puis se rendre compte que finalement, le problème est réglé. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on constate présentement. Mais c'est vrai que des fois, quand on se fait prendre, on a tendance à faire attention les prochaines fois et d'arrêter de le faire. C'est comme une conséquence. Effectivement. Donc, je pense des fois, il faut y aller au niveau de la répression, parce que ce qu'on remarque, c'est que malgré tous les messages de prévention, on remarque encore énormément d'infractions puis énormément d'accidents qui sont causés par ces mauvaises habitudes-là. En plus de se concentrer sur ces deux infractions-là, on va travailler tout l'été au niveau de la vitesse. Ce qu'on remarque effectivement sur nos routes, on a des gens là, qui dépassent les limites et de beaucoup. Ce qu'on a vécu dernièrement, là, en environ un mois, un de nos patrouilleurs était en opération là, sur le bord industriel, puis a intercepté une moto, parce qu'on remarque que c'est la sortie des motos, les gens avaient hâte là, à l'arrivée du beau temps. Donc, on a intercepté une moto qui roulait à 191 km/h dans une zone de 50. OK, 191. OK. 191 km/h, là, c'est rendu là. On évalue le dossier présentement et il reste d'être soumis à la cour pour une accusation de conduite dangereuse au niveau du code criminel. Présentement, la personne qui conduisait cette moto-là a reçu différents constats d'infraction, notamment pour sa vitesse, mais également parce qu'elle n'avait pas le permis requis pour conduire ce véhicule-là. Donc, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Donc, en plus de ne pas avoir les compétences nécessaires reconnues par la SAC, cette personne-là dépassait les limites de façon très démesurée. Donc, c'est s'évalue une contravention là, de plus de 2000 $ et 40 points d'inaptitude. 40 points. Est-ce qu'on peut reconduire un véhicule ou une moto dans ce cas-là? Nous, ce qu'on fait quand il arrive une infraction comme celle-là, on parle d'un grand excès de vitesse. On remet le constat. On sait le permis de conduire est suspendu pour plus de 90 jours. Donc, ensuite de ça, c'est la SAC qui s'occupe du dossier. Puis, la personne devra faire ses démarches afin de revoir son permis, si c'est possible. Donc, cet été, attendez-vous à nous voir. Sur nos routes, vous allez voir des policiers qui vont être en opération, qui vont surveiller les vitesses. On surveille toutes les zones, 30, 50, 60, 70 km/h partout. On va être présent sur le territoire. Okay. Mais pour des bonnes causes. Pour des bonnes causes. L'objectif, on va être dans des secteurs qui sont accidentogènes, des secteurs dans lesquels on rencontre beaucoup d'accidents, mais également, on va être en périphérie parce qu'on sait que quand les citoyens, les automobilistes croisent un véhicule dans des zones, dans n'importe quelle zone, ça les fait ralentir dans les prochains kilomètres qu'ils vont parcourir.
Puis j'ai entendu également que vous allez utiliser des moyens contre l'alcool au volant. Oui, effectivement. Ce qu'on voit, c'est une surreprésentation des jeunes conducteurs dans des accidents où l'alcool est impliqué. Donc, habituellement, les citoyens, ce qu'ils s'attendent, c'est de voir des barrages au niveau du contrôle d'alcool, surtout dans le temps des fêtes. Ce qu'on fait maintenant, on fait une approche annuelle. On a différents barrages tout au long de l'année. Puis, principalement, présentement, au mois de juin, c'est une des périodes cibles. Donc, avec l'arrivée des balles définissants, avec les terrasses qui ont ouvert, les gens sont plus poussés à sortir ou dans des sorties où il y a des consommations d'alcool. Oui, et je me demandais, parce que maintenant, les gens, quand il y a des terrasses, on boit le jour. Est-ce qu'il y a des barrages pendant le jour ou c'est simplement le soir? Il y a des barrages qui peuvent être à tous les moments de la journée. Sauf que c'est sûr qu'au niveau des accidents, ce qu'on remarque au niveau de l'alcool, ça se passe surtout en fin de soirée, au milieu de la nuit. Donc, les 5 à 7 qui se terminent. Ce qu'on demande aux gens, là, c'est très simple. Quand on prévoit une sortie, on prévoit souvent l'endroit où on va aller, comment on va s'y rendre, mais de penser également le retour à la maison. Est-ce qu'on va utiliser un conducteur désigné? Est-ce qu'on va avoir un chauffeur de taxi? Est-ce qu'on va prendre un taxi? Est-ce qu'on va prendre le transport en commun? Est-ce qu'on va dormir à proximité de l'endroit où on est sorti pour pouvoir s'y rendre à pied? Ce qu'on veut, c'est que les gens prévoient leur sortie. Puis on concentre également nos efforts au niveau de la tolérance zéro. Depuis la mi-avril, les conducteurs âgés de moins de 21 ans ont tous la tolérance zéro alcool. Donc, c'est une amende de 300 $ lorsque vous vous faites prendre, une amende de 300 $ ainsi que des points d'inaptitude, ainsi qu'une suspension de votre permis de conduire pour 90 jours. Donc, vous prenez toutes les mesures possibles. Effectivement, on va être présent sur les routes, il va y avoir des interceptions au hasard qui vont être faites. On demande à nos patrouilleurs de concentrer leurs efforts sur ce type d'infraction-là parce que c'est des infractions là, qui ont des conséquences mortelles. Donc, c'est pour ça qu'on est présent. Il y a beaucoup d'accidents même qui se font... En 18 et vous avez dit, je pense, 24 ans. Oui, c'est là que c'est le plus... Les jeunes conducteurs sont surreprésentés au niveau des accidents. Donc, c'est pour ça qu'on concentre nos efforts sur l'application des nouvelles lois et sur la conduite de capacité affaiblie en général. Et c'est les seuls moyens que les jeunes vont comprendre, d'avoir des grosses conséquences. Il y a de la prévention, il faut y aller de tous les axes. Sinon, on ne touche pas tout le monde. Exactement. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Et on n'oublie pas que quand on conduit pour les autres. Effectivement. Merci. On a reçu de la belle visite cette semaine, Sam. Oui, Cynthia Desaulniers était de passage dans les studios et nous parlait de Speedo. Ben non, je parlais. OK, de l'MFAO. De l'MFAO, ben oui, bien sûr. On comprend mieux. Plusieurs rendez-vous sont notamment marqués au calendrier pour l'été à Laval et le Mondial Auto-Québec reçoit le 7 juillet à l'MFAO et Cynthia, justement, nous parlait de leur musique. Et de passage en studio pour sa première visite et chronique musicale, elle est ici malheureusement pour nous parler de Speedo. Cynthia? Great! Mais oui, mais écoute, je voulais t'amener Speedo, mais j'ai complètement oublié. Là, je l'aurais porté. Oui, pas vrai? Je me suis pas rasé les jambes, mais je l'aurais porté. C'est correct, ça, c'est à la mode, des jambes pas rasées, tu savais pas? Je sais pas. Peut-être pas pour les filles, j'espère? Non. OK. En tout cas, pas ce que je sache. Fait qu'on parlait de musique, pas nécessairement de Speedo, là, mais de LMFAO, si bien vous avez compris, à travers toutes les lignes. Oui, effectivement. Alors, LMFAO qui va être au Mondial l'Auto-Québec à Laval le 7 juillet prochain. Écoute, c'est un groupe que tout le monde connaît. Tout le monde a dansé au moins une fois sur une de leurs chansons, I'm Sexy and I Know It. Ça, c'est écrit parce qu'ils ont vu une de mes photos, puis là, ils se sont mis à écrire les chansons. Ils se sont inspirés de ça. Je suis une grande source d'inspiration. Alors, comme je disais, il y a la chanson I'm Sexy and I Know It. Il y a aussi la chanson Party Rock and Them. Et il y a l'autre chanson qui les a vraiment fait connaître, c'est vraiment I'm in Miami. Trick. Non, c'est censuré, Sam. Comment? Mettons un beat. Alors, c'est ça. Alors, vraiment, les deux paroliers de ce groupe-là, c'est vraiment Red Foo et Sky Blue, comme on connaît très bien. Donc, Red Foo, c'est vraiment lui qui a l'espèce de afro démesuré qui défie les lois de la gravité. Okay. Et Sky Blue, c'est son neveu. Dans le fond, les cheveux un peu... Oui, parce que c'est une affaire familiale. Oui, ils sont liés à la grosse compagnie de musique, de compagnie de disques qui s'appelait... Enter... On revient après la pause. On reviendra.
Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est une affaire de famille, comme tu disais. Et écoute, ça fonctionne très bien pour eux. Et comme on peut voir, ils se disent stylistes musicales. Pour eux, je sais pas. Tu les as déjà vus, toi, en personne? Je les ai vus parce que moi, on se parlait un peu hors d'onde quand il était de passage à Musique Plus. La grosse péripétie qui s'est produite, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, c'est que c'est un vieux building un peu à Musique Plus. Puis les ascenseurs sont rodés depuis longtemps. Et il était 8 attachés de presse, les gens de Musique Plus et l'équipe. Et l'ascenseur est resté pris, je pense, une quinzaine de minutes. Mais comment ça faire chaud? Quand vous en avez 8 dans un petit ascenseur, on a dû attendre la présence pas des ambulanciers, là, mais des pompiers. OK. Fait que là, on ne savait plus qui était sexy. Les LMFAO, les pompiers. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que, en tout cas, la modestie, c'est pas leur gros point. Là. Ils ont l'air d'être très sûrs d'eux-mêmes. Ils disent qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils disent que dans la vie, il y a des gens qui produisent des films, il y en a qui font des livres. Eux, ils font de la musique créée spécialement pour les DJ. Alors, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire pour conquérir le monde au niveau des pistes de danse. Alors, je pense que c'est très bien parti pour eux. Dans le fond, il y avait sorti l'album, le premier, en 2009, où il y avait la chanson, comme je disais tantôt, I'm in Miami Trick. Et le dernier qu'ils ont sorti, c'est en 2011, juin passé. Alors... c'est ça, ils vont être au Mondial d'Auto-Québec le 7 juillet prochain. As-tu acheté ton billet? Pas encore. Est-ce que tu vas l'acheter? Tu vas-tu? On y va. On y va. On se met des speedos. Alors, à la maison, si jamais il y a des gens qui veulent acheter les billets, vous pouvez aller sur Internet, sur le site du Mondial l'Auto-Québec. Vous allez voir, il y a toutes les informations. Et je pense qu'il y a aussi des passes que vous pouvez acheter chez Provisoire. Couche-tard. Couche-tard. C'est ça. Et je pense que vous avez des rabais avec cette passe-là. Et c'est ça, je vous invite à y aller. Et aussi, Red Foo vous invite à venir avec votre petit speedo, les hommes, vos lunettes. Et n'oubliez pas votre parapluie. Le parapluie, pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir des champagne showers. Alors, c'est pour les gens qui sont en avant. Ben, c'est pas grave, là. Ouvrez pas votre parapluie durant tout le show, là. Écoutez l'album, vous allez savoir c'est quand le champagne shower. Effectivement. Alors, bon spectacle à tous si vous y allez à la maison. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, Sam. Catherine, tu as rencontré 2 conférencières dans un colloque. Un colloque de quoi? C'est pas moi qui t'allais dans le colloque. Non, le colloque. Un colloque, Colloque? Y a-t-il un synonyme de colloque? Catherine, tu as rencontré 2 conférencières d'un colloque. Un colloque de quoi au juste? En fait, Catherine, tu as rencontré 2 conférencières d'un colloque. Un colloque de quoi au juste? Oui, bien, en fait, les conférencières que j'ai rencontrées, c'est Mme Lina Audy et Daniel Huard à propos d'un colloque esthétique et soins de la peau. Nos prochaines invités viennent nous parler de l'association Ressources et références en santé et du colloque d'esthétique et de soins de la peau. Mme Lina Audy, Daniel Huard, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, je vais commencer par vous, Mme Audy. Vous êtes conférencière et consultante en neurobiopsychologie. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi exactement? Alors, c'est la neuro, c'est la façon dont le cerveau, bio, trouve une solution dans le corps. Et psychologie, bien, c'est au niveau en réaction avec un conflit de l'esprit qu'on vit. Et parlez-nous de l'association Ressources et références en santé. Oui, alors c'est un organisme à but non lucratif. On l'a. Et qui se veut pour faciliter l'échange au niveau des médecines alternatives pour le public et pour les professionnels de la santé. Alors, c'est pour tout le monde qui ont la santé à cœur. Alors, pour le public, bien, c'est une ressource de référence, justement, pour aller voir pour les différentes médecines alternatives. Ils peuvent lire aussi des articles, ils peuvent avoir des nouvelles idées, des nouveaux domaines qui sont ouverts. Puis pour les professionnels de la santé, bien, à ce moment-là, c'est on peut aller consulter leurs fiches, ils peuvent publier des articles. On a aussi un calendrier où les événements qu'ils organisent peuvent être publiés. Et, donc, c'est intéressant là, pour eux d'avoir cette visibilité-là. Et vous dites que vous êtes passionné par la neurobiopsychologie. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Parce que j'ai toujours été intéressée à l'aspect holistique de la santé. C'est-à-dire, le holistique, ça veut dire qu'on prend tout en considération, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Donc, ce qu'on voit avec la neurobiopsychologie, c'est que la maladie est toujours l'expression
de ce qui tourne pas rond en dedans de nous. Donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas victimes de leur maladie, puis c'est pas non plus de la philosophie « Ah, ça nous apporte toujours quelque chose ». C'est vraiment très précis. Okay. Donc, c'est intéressant là, pour eux de savoir la raison, puis après, d'aller chercher... Là, régler le problème. C'est ça. Et à ce moment-là, le cerveau est plus sollicité, donc il va arrêter de provoquer la maladie. Alors, c'est pour ça que vous dites que la maladie n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Okay. La maladie, c'est déclenché par le cerveau qui répond à un stress constant pour lequel on ne trouve pas de solution. Okay. Donc, automatiquement, c'est pas un hasard qu'on a cette maladie-là et non l'autre. Donc, quand on trouve la cause, à ce moment-là, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faire l'accompagnement de la personne pour trouver une solution ou changer son regard sur la situation qui la stresse énormément. OK. Et Madame Huard, vous êtes auteure de 2 livres en aromathérapie et conférencière formatrice. Et vous allez également donner une conférence au colloque. De quoi allez-vous parler? Bien, je vais parler de l'aromathérapie, les huiles essentielles en soins de peau. Okay. C'est sûr que si je vais avec ce que Lina dit, quand on a un problème, ça peut sortir au niveau de la peau, ça peut sortir au niveau de toutes sortes de maladies. Moi, je vais plutôt accompagner avec les plantes, avec les huiles essentielles. Je vais donner on va travailler avec des soins spécifiques. Donc, c'est sûr que l'information que je vais donner au colloque, c'est plutôt soins de peau. L'aromathérapie ou les huiles essentielles vont travailler à beaucoup d'autres niveaux, mais c'est une bonne façon de véhiculer ça. Donc, c'est très connu et pas connu, les huiles essentielles et l'aromathérapie. Puis moi, je démystifie un petit peu plus. Je fais ça très de base, très basic, et je démonte un soin durant le colloque, un peu ayurvédique, qui est une forme de facial hindou. Qui est le plus vieux facial au monde. Donc, moi, je vais travailler avec les huiles essentielles et des techniques de massage. Fait que je démontre ça dans le colloque. Fait que on travaille holistiquement. Le colloque d'esthétique et de justement, soins de la peau. Soins de la peau, bien, on démystifie, on rassemble des techniciens ou des conférenciers pour informer les gens sur l'esthétique plus naturelle, plus holistique. Donc, pas de Botox. Pas de Botox. Ceux qui veulent en faire, c'est parfait, mais maintenant, les gens veulent de plus en plus connaître des soins plus naturels. Donc, c'est sûr qu'on est là pour ça. Il y a des écoles qui sont invitées, il y a des esthéticiennes qui sont invitées, il y a des gens de tous les... Le public est invité aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant parce qu'on peut ouvrir. Habituellement, les colloques sont ouverts seulement aux gens dans le milieu, aux professionnels. Là, on l'ouvre au public et c'est fantastique. C'est pour ça que moi, je participe à des trucs comme ça parce que les gens veulent savoir. Ils n'ont pas de façon et l'association est parfaite pour ça aussi. Moi, j'écris beaucoup dans ça. Lina aussi. On écrit des articles sur les isoflorales, qu'est-ce que ça fait, les soins de peau. Et par exemple, c'est quoi le isofloral? L'isofloral, bien, je ne sais pas si j'ai assez de temps parce que je peux peser sur le piton puis en parler longtemps. L'isofloral, c'est quand on distille une plante, on retrouve les huiles essentielles. Et les eaux, on travaille beaucoup en soins de peau. Et c'est les résidus des huiles essentielles qui sont dans une eau. Fait que tu peux avoir de l'eau florale de lavande, de camomille, tout ça, puis on l'utilise. Tout le monde connaît les toniques, là. Très chimiques. Oui. Donc, je travaille avec les fleurs et les plantes, moi, pour la peau. C'est beaucoup plus similaire. Et vous allez également être conférencière au colloque? Oui, c'est ça. Je vais faire une conférence qui s'appelle « La beauté vient de l'intérieur ». En fait, qu'est-ce que je veux parler, c'est comment, justement, notre vécu, les choses, vont influencer notre peau. Donc, les taches noires, il y a une raison pourquoi on a des taches de peau, les taches brunes qu'on appelle, le cancer de la peau, ou qu'est-ce qui déclenche les choses. C'est pas juste le soleil, le cancer de la peau? Non, c'est pas juste le... C'est le... Bien, en fait, oui, mais je vous dirais que c'est la raison pour laquelle les gens prennent tant de soleil, parce que normalement, c'est parce qu'ils veulent être beaux. Oui. Et ça a rapport avec ça, qu'ils vont se déclencher un cancer de la peau, mais c'est plus complexe. Évidemment, la complexité de la maladie va avec la complexité du conflit qui se passe. Alors, il y a des choses qui sont très... qui s'expliquent facilement. Il y en a d'autres, il faut chercher un peu plus, mais c'est tout le temps. C'est pour ça que j'ai appelé la beauté de l'intérieur, c'est que la santé de la peau relève aussi là, du fait de comment on vit les choses. Pas qu'est-ce qu'on vit, parce que c'est toujours la façon de le vivre et non ce qui arrive. Plus on est apte à gérer les événements de notre vie, moins on est stressé, plus à l'aise. Et plus on est en santé. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on travaille. On travaille toutes les deux à aider les gens de devenir conscients. C'est ça. Moi, je le fais avec des huiles essentielles. Lina, elle le fait avec une autre
C'est la maladie, c'est ma porte d'entrée. Oui. C'est ça. Et c'est quand qui... Donc, le colloque est le 22 septembre 2012 à l'Université de Montréal à Laval. OK, à Laval, oui. À Laval. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller sur le site de Exactement. L'association. Donc, pour avoir plus d'informations, oui, c'est ça. Sur le colloque, sur l'association et sur nous deux, sur qu'est-ce qu'on fait aussi, on a des fiches répertoires. Okay. C'est bien de devenir membre parce que c'est une bonne source d'information. Puis après, il y a plusieurs colloques. Ça en est un, mais il y en a d'autres. Un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup à vous d'être venus à l'émission. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les nouvelles au sport avec Sarah. Tes bras, ils sont trop gros, ils dépassent. Sarah, les nouvelles du sport. Oui, les nouvelles du sport avec Sarah, c'est ça. Ben oui. Je vous parle de Maeva Surf. C'est une entreprise lavalloise qui est située au Centropolis. Tourisme Laval a annoncé le 29 mai dernier que Maeva Surf a remporté un prix, le prix de bronze au Gala national des Grands Prix du tourisme québécois 2012. C'était une soirée organisée par ATR Associés du Québec au Centre des congrès de Sherbrooke. Et cette soirée avait pour but de récompenser le dynamisme des entreprises québécoises. Pour plus d'informations, Maeva Surf était lauréat du prix de bronze dans la catégorie Attractions touristiques moins de 25 000 visiteurs. Dans le fond, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une toute jeune entreprise qui a fait ses débuts en 2010, donc ça fait pas très longtemps. Si longtemps que ça, ouais. Et on peut, à l'intérieur, on peut pratiquer le flowboarding. C'est un mélange entre le skateboard et le surf. Alors, ceux qui n'ont pas essayé, allez-y. Ensuite, je tiens également à féliciter SkyVenture Montréal, qui était parmi les finalistes de sa catégorie, mais qui n'a malheureusement pas remporté le prix. Ils vont gagner peut-être l'année prochaine. Hein? Et on leur souhaite grandement. Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'une autre entreprise lavalloise, le Tennis 13, le centre sportif qui est situé au bord de l'autoroute 13 à Laval, se remet à neuf cet été. Les travaux ont déjà débuté, mais ils vont se poursuivre durant la durée complète de l'été. Exact. Au programme, l'agrandissement du gym, un nouvel espace d'entraînement fonctionnel, de nouvelles machines de musculation et de cardio, une nouvelle salle d'aérobie, une nouvelle salle de spinning et plus encore, on va pouvoir aller tailler nos muscles davantage. Vraiment une grosse rénovation aussi. Oui, c'est pas... complet. Et puis, le Tennis 13 invite les membres du gym à venir régulièrement sur place s'informer, puisque c'est vraiment de grands travaux pour s'assurer que tout va bien. Et puis, j'y suis allée dernièrement au centre sportif et je peux dire qu'ils se débrouillent quand même assez bien quant à l'organisation de tout ça. On peut tout de même s'entraîner. C'est sûr qu'il y a quelques machines qui sont pas fonctionnelles, mais ils essaient de régler ça le plus vite possible. Il faut être patient, Sarah. Oui, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Oui, exactement. Oui. Et ensuite, c'est ce qui m'amène à vous parler de M. Raymond Sans Souci. Est-ce que vous le connaissez? Non, je le connais pas. Chef président d'Atlantis. Et t'es bon. Il est très bon. J'ai travaillé pour lui. Oui? Ah, c'est son ancien boss, c'est pour ça. Je pensais que je vous aurais avec ma question. Exactement. C'est un ancien champion canadien de culturisme, mais ce qui m'amène à vous parler de lui, c'est que c'est un entrepreneur lavallois et il est à l'origine des centres d'entraînement Atlantis, mais également des machines d'entraînement. Donc, il a mis au point plus de 200 machines et puis il a développé son entreprise. En 1990, il y avait la marque de commerce Atlantis représentait plus de 20 gyms au Québec. Il y avait une équipe, de l'équipement de sport, une gamme de vêtements de sport, des suppléments alimentaires. C'était vraiment grand. En 2000, M. Sans Souci a décidé de se concentrer seulement sur son gym ainsi que sur l'équipement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les appareils sont vendus partout à travers le monde. Et Et je tiens à le féliciter, Monsieur Sans Souci, pour cette belle initiative. Absolument. Et sa marque est vraiment connue partout à travers le monde. Je veux dire, bien justement, au Tennis 13, les machines, ce sont des machines Atlantis. Et je me questionnais à savoir d'où ça venait. Et j'ai trouvé la réponse. Bon, ben tant mieux. Parfait. C'est presque la fin de notre émission. Toujours un petit pincement de cœur. Trop vite, ça passe trop vite. Ben oui. Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention cette semaine? Moi, je n'ai qu'un mot. C'est Catherine.
Ah ouais! Catherine! Un mini hommage ici. Eh bien, comment ça? Bien, tu étais talentueuse en patin à roulettes. Ça m'a vraiment impressionné. J'avais peur pour toi. Patin à roulettes à vitesse. De vitesse, exactement. J'avais peur pour toi. Je t'avais donné une petite technique. Tu te lanceras dans le gazon. Pour s'arrêter, non. Mais j'avais une petite technique à pizza là, pour m'arrêter. La petite Mathilde elle m'avait montré. Tu as très bien fait ça. Oui, mais écoute, on te félicite. Toi, Sam, qu'est-ce qui est venu te chercher un petit peu? Moi, c'est à quel point Catherine pensait avoir du talent. Non, ça, c'est pas gentil. Là. Non, moi, en plus, davantage, plus je vais à la salle André-Mathieu, plus je vois la programmation qui se présente, puis la programmation qui s'en vient durant l'été. C'est impressionnant. C'est très intéressant. On a hâte de voir ça. Toi, Catherine? Moi, de mon côté, c'est avec le sergent François Dumais, quand il est venu parler des opérations de sécurité routière. Je trouve ça très important de sensibiliser de plus en plus les gens à l'alcool au volant, la ceinture de sécurité. Il y en a tellement. Puis... La loi qui vient de sortir aussi. Oui, pour les moins de 22 ans, ou tolérance 0,0. Et il me disait qu'on peut avoir une amende de 400 $, sans oublier tous les points d'inaptitude qu'on perd. Alors, je trouve que c'est important de ramener le sujet et de vraiment faire... Ça coûte cher à la brosse. Oui, ça coûte cher. Donc, absolument, on le fait pas. Il est important de le souligner. Hey, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous à la maison. Je vous rappelle que vous pouvez répondre à notre question de la semaine qui est c'est quoi votre plus beau voyage à vie? Pour ce faire, vous devez visiter notre page Facebook ou notre compte Twitter. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Laval en rafale suit à l'instant avec Anne-Marie Kirouac. Bienvenue à Laval en rafale, ici Anne-Marie Kirouac. Premier reportage aujourd'hui, Madame Isabelle Tremblay de la Maison des Arts de Laval nous parle de leur fondation de soutien des arts de Laval. Aujourd'hui, on est ici pour parler de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Et moi, personnellement, mon nom est Isabelle Tremblay. Et M. Régent Berthiaume, qui est nouvellement président de la Fondation de soutien aux arts de Laval. La Fondation a été fondée en 1983 et elle a eu à la barre pendant ses 29 ans d'existence le président fondateur, M. Claude François Lefebvre. M. Lefebvre qui est un amoureux des arts. Donc en 83, il a, avec d'autres, fondé la Fondation de soutien des arts de Laval. Et par la suite, ce fut un travail ardu de convaincre tous les gens d'affaires à soutenir cette fondation, à donner à cette fondation afin de pouvoir aider nos jeunes artistes de la relève, nos jeunes artistes de demain. La Fondation a remis au-delà de 1700 bourses à des étudiants dans différentes disciplines, naturellement, et tout ça pour un montant total dépassant le 1,3 million de dollars. Donc, c'est vraiment une aide extraordinaire pour nos jeunes artistes. Et il faut dire aussi que la Fondation cible particulièrement au niveau des artistes les étudiants qui étudient dans le domaine des arts et qui sont soit à temps plein, soit à temps partiel dans une institution reconnue par le ministère de l'Éducation. Il faut que ces étudiants soient lavallois ou d'origine lavalloise. Et les disciplines que la Fondation couvre depuis toutes ces années, c'est musique, danse, théâtre et arts visuels. Et tout nouvellement de cette année, la Fondation de soutien aux arts a ouvert 3 autres disciplines, soit la littérature, le cinéma et la production de scène. Et c'est vraiment un superbe coup de main qu'ils reçoivent en recevant ces bourses-là, parce qu'au niveau collégial, les bourses sont de 800 $, au niveau universitaire, sont de 1200 $. Et ceux et celles qui se démarquent auprès du jury reçoivent une mention particulière, et cette mention est de 300 $ au niveau du cégep et de 500 $ supplémentaires au niveau universitaire. Alors, ils sont vraiment reconnaissants envers la Fondation. On est vraiment content de leur remettre et de les aider dans leur passion. Une nouveauté pour cette année, c'est la création d'une nouvelle bourse qui est la bourse Claude F. Lefebvre. Naturellement, en l'honneur de notre ancien président, notre président sortant, pour souligner tout le travail qu'il a fait à bâtir et à maintenir cette fondation qui est devenue, au fil des ans, une des fondations importantes qui soutient la relève au niveau de la culture au Québec. Donc, on a créé la nouvelle bourse, la bourse Claude F. Lefebvre, qui sera décernée à un finissant, donc un étudiant qui en est à sa dernière année
et qui sera prêt à passer au niveau professionnel. Cette bourse d'une valeur de plus de 5 000 sera offerte sous forme de service aux lauréats. Le récipiendaire aura à faire un démo professionnel en studio et il travaillera aussi avec une équipe pour travailler son image. Comment il veut, lui, se présenter auprès des personnes ou des autorités à laquelle il aura à passer des auditions. Alors, il va travailler avec un styliste, un graphiste pour la couverture des mots, un graphiste aussi et le webmaster pour le site Internet. Alors, vraiment, on va l'entourer de services professionnels. Il aura une session de photos avec un photographe professionnel. Donc, on lui donne le bagage nécessaire, un bagage qui est nécessaire aujourd'hui. Donc, on parle de site Internet et tout, pour lui donner les outils nécessaires pour se promouvoir et pour aller au-devant des futures possibilités d'emploi. Donc, c'est vraiment un réel coup de pouce pour un artiste de la relève qui est presque rendu au niveau professionnel. Le mardi 29 mai dernier avait lieu la soirée du Mérite sportif Lavallois, qui en était cette année à sa 47e édition. Plus de détails avec Madame Justine Leroux. Présentement avec Jennifer Abel, ici en arrière des studios, tout de suite après la remise des prix. Et Jennifer qui a gagné il y a quelques semaines la médaille d'or à la Coupe du Canada pour plongeon synchronisé avec Émilie Eman. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors, tu as débuté très jeune, toi, à faire du plongeon dans le domaine d'être athlète, tu as débuté très jeune. Effectivement, j'ai débuté à l'âge de 4 ans. 4 ans? Oui. Puis à 4 ans, qu'est-ce que tu faisais à 4 ans? Pas grand-chose. C'est sûr que je faisais pas un entraînement aussi intensif qu'aujourd'hui, mais j'apprenais juste à sauter, à aller un petit peu plus loin que mes peurs, surtout à apprendre à pas avoir le vertige. Puis ce soir, c'est toi qui as remis des prix à certains jeunes. Comment tu t'es sentie? C'est toujours agréable de voir des jeunes que peut-être éventuellement vont devenir des Olympiens comme moi. Moi aussi, à peu près en 2006, j'ai reçu ces médailles-là, donc de voir qu'il y a toujours une génération derrière nous, c'est toujours agréable. Parce qu'à une époque, ça a été toi la relève, puis là, c'est rendu eux. Exactement. Et puis, comment tu vis le fait d'être à leurs yeux un modèle? Je le vis pas comme ça. Parce que ce soir, tu as été beaucoup applaudi. On t'a vu comme la grande Jennifer Abel, la grande médaille olympique. Oui, ben, je suis super fière de justement être là puis leur donner la main et leur dire félicitations parce que aussi que ce qu'ils font, c'est important dans leur vie, c'est important dans leur cheminement et puis on a tous passé par là. Oui. Puis, tes projets pour les prochains mois, c'est quoi? C'est de l'entraînement fort. C'est sûr ça va être d'être concentré pour les bons objectifs pour les Jeux de Londres en 2012. Ben, en fait, cet été. Puis, une journée dans la peau de Jennifer Abel, c'est quoi? Je me lève le matin, je commence l'entraînement à 9h30. Okay. Je finis à 3h. OK. C'est vraiment de l'entraînement physique en piscine? Ou... Les deux. Okay. Ça peut être physique, dans la piscine et du ballet aussi. OK. Oui. Puis après, le reste de ta journée? Je retourne chez moi parce que je suis fatiguée. Ah ben oui, c'est sûr, c'est certain. Oui. Wow, donc une vie bien remplie. Mais merci beaucoup Jennifer pour l'entrevue. Merci. Voilà maintenant 24 ans que la ville de Laval a émis le souhait de mettre en lumière la vigueur, la diversité et l'implication sportive de nos athlètes, entraîneurs et officiels lavallois. À ce jour, ce sont plus de 9758 athlètes passionnés de sport qui peuvent témoigner de cet engagement immuable de leur ville. 2 remises comme celle-ci prennent place chaque année, en novembre afin de rendre hommage aux athlètes qui ont performé entre les mois de mai et octobre, et puis en mai afin de souligner le travail de nos sportifs s'étant illustrés entre novembre et avril. Quelques 200 lauréats ont été récompensés lors de la 46e présentation du mérite sportif le 24 novembre dernier. Ce soir, vous êtes plus de 206 récipiendaires qui démontraient l'importance du sport au cœur de votre
types de médailles seront attribuées ce soir. Ces médailles sont l'or pour une performance sur la scène internationale, l'argent pour le niveau national et le bronze pour une performance sur la scène provinciale. En plus des médailles, une épinglette qui est une réplique de la médaille sera remise à tous nos athlètes et entraîneurs. En terminant, voici un compte-rendu de la conférence Peter Hall intitulée « Parlons exportation » qui a eu lieu le mercredi 30 mai dernier. Le Centre des affaires internationales de Laval, Technopole, était fier de recevoir M. Peter Hall, vice-président et économiste en chef à Exportation et Développement Canada, qui était venu parler des répercussions et de l'économie mondiale sur les entreprises canadiennes ici à la salle Le Mont-Blanc. Mr. Peter Hall, nice to meet you. Nice to meet you as well. So you've joined Export Development Canada in 2004. Right. What has been the major challenges that you've had over the years? Well, beginning in 2008, there was a huge change in world growth. There's a massive recession, the biggest one in 60 years. That's made it very difficult for the average business person. What that has actually done is created an opportunity for EDC to fill in gaps that were created inside of financing. They happen every time there's a recession, so there was a real dearth of capital around the world, and we were able to play a significant role in that. What is, just talk about EDC, what is a major role for EDC for local companies or Canadian companies across? Well, EDC was created by an act of Parliament essentially to fill in the gaps left by the Canadian financial system. What we do is we're in the business of mitigating the risks that Canadian small and medium-sized enterprises face when they're doing business in the markets of the world, primarily emerging markets, the riskiest places where we go. So we do business in well over 200 countries around the world. I'm just going to translate that for the viewers at home. Alors, comme je mentionnais, M. Peter Hall s'est joint à Export Développement Canada en 2004. J'ai demandé quel a été son plus grand défi jusqu'à présent. Et il mentionnait bien sûr qu'en 2008, il y a eu ce gros crash au niveau de l'économie. Ça a été un de ses plus gros défis. Et aussi, je me demandais quel était nécessairement le rôle d'Export Développement Canada au niveau des entreprises canadiennes. Mais il assiste au niveau, pas mal au niveau des entreprises à les aider avec les transactions à l'extérieur du Canada, les aider avec les marchés qui sont les plus prolifiques pour eux autres. You've mentioned maybe for Quebec exportations in 2012-2015 should be around 7%. What does that mean for these businesses? Is that a good sign or is it a bad sign? It's a good sign. It builds on the growth that they experienced last year. Many are talking about growth that's much more mediocre than that. So 7% sounds a lot greater than the growth that many are experiencing at this point in time. What we also see is that the potential for that growth is much higher than that. The risks are not primarily on the downside as far as we can see. And so another positive of that is that it's very broadly based. It doesn't matter what energy or what industry we happen to be in, whether it's the base metals industry where there are lots of exciting things happening, whether it's the aeronautical industry, the auto sector, the parts industry, whether it's machinery and equipment or even high tech. There's a good news story for every one of those, and that's what looks like a global recovery to us, that, you know, there's just enough for everybody to capitalize on. Comme je mentionnais, une de ses prédictions pour 2012-2013 au niveau des exportations au Québec, il mentionnait que le taux devrait être autour de 7 %. Je lui demandais si c'était nécessairement bon pour les entreprises locales ou c'était un mauvais signe. Et il mentionnait bien sûr que c'était un excellent signe au niveau de l'automobile, de l'aviation. Il y a un mouvement qui semble être bien positif et ça va être quelque chose de bien pour les entreprises. In regards to being an advisor for EDC and doing these conferences, do you like doing these conferences? How did you get linked and becoming part of this whole program? Well, actually, in my previous job, I was doing the same thing. There's a lot of demand for economic information. It's very confusing to many people. There's so much that you're getting blitzed with on the news, particularly during the post-2008 time when the recession actually happened. There was a tremendous amount of confusion that was going on, and so there was a huge rise in the requests that we received to go out and explain things. Well, we made quite a few very
very timely calls on the economy, and people respected that, and so we've actually seen our request levels for these rise over time. So I spend a substantial amount of my year actually going from one conference to the next and explaining as best I can what's going on inside the world economy. Comme je mentionnais, je vous demandais, après s'être joint à Export et Développement Canada, pourquoi donner des conférences à travers le Canada? Il m'a dit, bien sûr, après le gros crash de 2008, il y a eu un certain engouement ou une certaine demande des entreprises à comprendre un peu plus qu'est-ce qui allait se passer avec le marché au cours des années à suivre. Et c'est là, bien, aussi dans son emploi antérieur, bien, il était un peu dans ce milieu-là de la conférence. Il s'est dit, bien, pourquoi pas se lancer et vraiment informer les entreprises locales de qu'est-ce qui se passait avec le marché. Well, I just want to wish you luck for the remaining of the trip. It's almost over. Next stop is Ottawa. That's it. And well, thank you so much for passing by Laval. It's my pleasure. I'll come back anytime. Thank you. Cheers. Chaque dimanche dès 9h30, n'oubliez pas le bingo à la télévision régionale de Laval, animé par Hélène Lavigne. Voici quelques gagnants. Pour connaître la liste des points de vente, visitez le www.bonjourbingo.com. Un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 chaque semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Laval en rafale.